Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 6 mai. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, le grand titre de l'actualité, ce serait un avertissement de gel au cours de la nuit prochaine. On est le 6 mai, des fois on se demande si on n'est pas le 6 janvier avec les vents du nord-est qu'on a. Là. C'est relativement frais et froid même. Demain, on parle d'un maximum de 8 degrés avec des vents du nord-est, là, mais on dit toujours le petit nord-est, là, mais vents du nord-est. Donc, ce sera quand même assez froid là, au cours des prochaines heures. Donc, si vous avez acheté vos fleurs ou vos plantations, mettez-les en sécurité là, pour la nuit prochaine. Nos météorologues nous disent que ça va être froid pour la nuit prochaine. José, selon Bernard Généreux, la Banque d'infrastructure n'a donné que du vent. Il faut bien comprendre, qu'est-ce que c'est exactement que la Banque d'infrastructure? C'est un projet là, qui a été débuté en 2017, là, qui était supposé stimuler les infrastructures ou la construction d'infrastructures au Canada et qui était supposé rapporter jusqu'à 7 fois la contribution initiale du gouvernement. Là, on parle de 35 milliards, mais ce qu'on apprend, selon Bernard Généreux, c'est que ça a donné zéro. Zéro, zéro. Comprends-tu que c'est 35 milliards qu'on a garoché à l'eau, Michel? Comme si on avait besoin de ça. Je veux dire, il y a des questions fondamentales qui doivent être posées ce matin concernant la gestion du gouvernement fédéral. On ne parle pas de 35 millions. Ça avait été 35 millions, puis qu'on l'avait échappé. On est habitué à ça. Je veux dire, on a perdu, je pense, c'était 500 millions dans la Gaspésia, quelque chose de même. Là. Je ne me souviens pas le projet en Gaspésie, du moins. Là. On a perdu ailleurs, on est habitué. On a perdu 1 milliard avec Bombardier. C'est énormément d'argent. Mais là, c'est rendu que ça n'a plus aucune commune mesure, Michel. On parle de 35 milliards et ça n'a absolument rien donné, alors que les libéraux pensent encore remettre de l'argent là-dedans pour restimuler, je dirais, excuse-moi le terme, la machine, la patente, là. Et Calvas, 35 milliards, Michel, ça n'a rien donné, zéro. Il y a juste les PDG du monde qui se sont graissés là-dedans. Mais mis à part ça, ça n'a pas rapporté une scène, pas une token. C'est grave, là. Mais José, est-ce que je comprends, là, dans cette nouvelle-là, la Banque d'infrastructure, les infrastructures ne se sont pas faites, mais l'argent, le 35 milliards a été dépensé. C'est ça qu'on comprend, là. Ben oui, moi, c'est ce que j'en comprends, parce que Bernard Généreux a demandé que l'argent soit retourné au gouvernement. Oui, mais l'argent a été dépensé, il n'y en a plus, là. Ben, supposément, ou sinon, on ne déchirait pas notre chemise sur la place publique. Où est-ce que ça a été, cet argent-là? Est-elle encore à quelque part? Est-elle encore dans certains coffres? Voyons donc, 35 milliards. Et on paye, nous, des impôts à chaque année, puis ça augmente à chaque année. Oui, puis inquiète-toi pas, si tu ne payes pas tes impôts, tu vas en avoir un appel. On va rester de bonne humeur. Oui. Mais d'autres gens qui étaient moins de bonne humeur hier soir, écoute, moi, quand j'ai vu des images du débat d'hier soir entre Pierre Poilievre et Jean Charest, là, la première image qui m'a frappé, qui me revient, là, c'est de voir Jean Charest qui monte sur la scène, donne la main au premier candidat qui était sur le bord de la scène. Là. Il va s'asseoir. Pierre Poilievre, par la suite, monte sur la scène. Jean Charest ne se retourne même pas. M. Poilievre ne dit même pas bonjour à M. Charest. Et il va s'asseoir à sa place. Et les deux candidats ne se regardent pas. C'est pas terminé, cette campagne-là. Une chose est certaine, c'est que les deux individus en question, les deux candidats à la chefferie, ne s'aiment pas. Ouais, mais ils ne peuvent pas le nier. Mais c'est quand même deux ben, là, c'est sûr que Jean Charest, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le Parti conservateur, mais Charest, c'est quand même un ex-membre du Parti conservateur. Là. Ça fait drôle à voir. Tu sais, des fois, on dit que ce parti-là est souvent divisé, José. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Parce qu'on disait que le plus grand défi qui attendra Jean Charest ou Pierre Poilievre, parce qu'on peut d'ores et déjà savoir que ce sera un des deux qui sera élu, là, je pense, en tout cas, c'est de réunifier le parti.
Mais je te l'ai déjà dit, je pense pas que si Jean Charest est élu, il va être en mesure de réunifier le parti. En contrepartie, Poilievre pourrait le réunir de nouveau parce que le caucus québécois, notamment, est trop faible dans le Parti conservateur pour partir un peu comme dans le temps du Parti progressiste conservateur. C'est-à-dire qu'il retournerait à ses racines et il se recréerait un parti. Je veux dire, c'est impensable, là. Sinon, ça va être les libéraux jusqu'à la fin des temps, là, à la gouvernance du Canada. Ça va être difficile. Comme je l'ai dit, si Jean Charest est élu, les gens qui appuient Pierre Poilievre, ben, ils vont peut-être être tentés de quitter le navire pour aller rejoindre, au pire, Maxime Bernier. Les gens, là, je ne sais pas si tu l'as vu hier au débat, les gens huaient Jean Charest. Je veux dire, ça va être difficile d'arrêter le train de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, partout où il passe, il y a foule. Alors que ce n'est pas le cas de Jean Charest. Jean Charest, visiblement, est appuyé par l'establishment du parti. Du moins, c'est ma lecture. En contrepartie, Pierre Poilievre, c'est les membres. Et Pierre Poilievre, il a plus de chances de passer parce qu'il est talentueux. Il est amanché pour aller à la guerre, excuse-moi le terme. Là. C'est un bon débatteur, puis c'est un gars qui est solide sur ses patins. Et il a l'appui d'une majorité de membres. Et c'est des membres qui votent. Même si Jean Charest est habile, là. On sait que Jean Charest est très habile. Mais Pierre Poilievre, on l'a vu hier, il est très habile aussi. C'est un gars qui est capable de faire certaines attaques qui sont quand même, je te dirais, en haut de la ceinture, mais qui sont ciblées et qui font mal à Jean Charest. Il parle de Jean Charest comme étant un libéral. Il n'a pas tout à fait tort. Jean Charest était premier ministre du Québec sous les couleurs libérales. Tu vas me dire que c'est au provincial, mais quand même. Et ce que Pierre Poilievre fait, c'est qu'il ramène des décisions qui ont été prises par Jean Charest à l'époque qui était premier ministre du Québec, qui vont à l'encontre des politiques traditionnelles du Parti conservateur, surtout venant de l'Ouest. Ouais, le train de Pierre Poilievre va être difficilement arrêtable. Jean Charest, avant de devenir libéral, a été ministre du Sport du Parti conservateur du Canada sous Mulroney. Oui, mais c'est pas le même parti. C'est plus la même chose, là. Le Parti progressiste conservateur, à l'époque, là, en réalité, c'était des Red Tories qu'on appelait. Maintenant, ça a changé avec la chute du Parti progressiste conservateur en 1993 avec Kim Campbell. Il y a eu une scission dans ce parti-là. Et ce que tu vois présentement, c'est l'ancienne Alliance canadienne, si on veut, là. Les gens de l'Ouest qui sont en train de prendre le contrôle du parti, un peu comme à l'époque de Harper. Sauf que ça va être plus difficile pour aller chercher des voix au Québec, malgré que ça va beaucoup mieux pour Poilievre. La crise covidienne, avec tout ce qui est arrivé, les camionneurs et compagnie, a fait en sorte qu'il y a une mouvance de base au Québec, même au Québec, qui est en train d'appuyer Pierre Poilievre. Il y a une genre de Poilievre-manie, pas aussi fort que l'époque de Pierre-Éliott Trudeau, mais il y a quelque chose qui se passe que j'ai rarement vu en politique. Oui, il y a un peu de populisme là-dedans, mais en même temps, si être populiste et parler au peuple, bien Pierre Poilievre, là, il est dans le target, excuse-moi le terme anglais, mais il est vraiment dans la cible. José, le temps passe vite, là. 39 députés sur 119 se disent anti-avortement du Parti conservateur du Canada. J'ai posé la question à Pierre Paulus. Lui, il dit, vous n'avez pas vu ma photo, là? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder l'entrevue de ce matin, là. On s'en va, on ressort encore parce que souviens-toi que ça a été le boulet qui a traîné au pied de Andrew Scheer lors de sa campagne. Est-ce qu'on va revivre ça encore? Est-ce que Poilievre, parce que ce serait, je le dis au conditionnel, ces 39 députés-là seraient pro-Poilievre, est-ce qu'on va recommencer, retomber dans ce débat-là? On le sait que ça se vit actuellement aux États-Unis et que les candidats conservateurs n'ont pas le droit de commenter pour l'instant. On s'en va où encore avec ça? Il me semble que c'était réglé, ce problème-là. Oui, mais c'est le talon d'Achille du Parti conservateur du Canada parce que lorsque Pierre Paulus affirme que pour le Parti conservateur, c'est réglé, il a raison. Mais lorsque tu as des députés, souvent d'arrière-ban, venant de l'Ouest, qui déposent des projets privés concernant l'avortement, ça ne tient plus la route. Il semble y avoir un manque de discipline à l'intérieur du Parti conservateur du Canada. Et tu comprends, avec ce qui est arrivé aux États-Unis avec la Cour suprême et compagnie concernant l'avortement, Justin Trudeau et ses stratèges ont dit qu'il faut ramener ça sur la place publique.
Et ça fait très mal aux conservateurs, à la marque de commerce conservatrice. Et on essaie de ramener ça dans la cour plutôt à Éric Duhaime. Mais Éric Duhaime, c'est différent parce qu'il l'a très bien expliqué. Lui, il a un candidat, Roy Apen, je pense, qui est pro-vie, mais en même temps, il sait très bien que le Parti conservateur du Québec ne changera pas sa position sur cette question-là. Donc, ça ne sera pas emmené devant l'Assemblée nationale. Donc, c'est réglé. Puis en plus, on le sait, c'est plus difficile de coller cet argumentaire-là un peu de droite morale à Éric Duhaime, parce qu'Éric Duhaime est ouvertement gay. Tu comprends? Donc, c'est plus difficile plutôt de faire mal à Éric Duhaime sur cette question-là que, exemple, les conservateurs du Canada. Mais ça reste à suivre, mais effectivement, c'est le talon d'Achille des conservateurs canadiens, sans l'ombre d'un doute. José, c'est déjà terminé. Juste rappeler qu'à Québec, l'essence se vend actuellement 2,2 $ le litre. Je me demande quand est-ce que tout ça va arrêter. J'ai l'impression que ce n'est pas juste la guerre de l'Ukraine qui crée ce phénomène-là. Il nous reste 30 secondes. Je te souhaite une belle fin de semaine, José. On se retrouve lundi. Oui. Également, vous rappelez que c'est le tournoi provincial du Salon de quilles de Loi-Blanche en fin de semaine. Plus de 31 équipes à date qui vont s'affronter au cours de la fin de semaine, des équipes de partout au Québec. Je veux profiter pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Dimanche le 8 mai, on aura une petite pensée pour vous et bien sûr une pensée pour les mamans qui sont disparues. Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end.